Ma belle-fille, Céline, m'a appelé un mardi après-midi, 3 semaines avant le réveillon de Noël. Je me souviens précisément du jour car je rentrais tout juste de ma marche matinale sur le port et mon café était encore brûlant. Je pensais que ce serait un appel de routine, une simple prise de nouvelles ou peut-être pour me demander quel plat j'allais apporter pour le dîner de famille. J'avais déjà en tête ma recette de gratin dauphinois au cèpe que tout le monde adore. Au lieu de ça, elle m'a dit, on en a discuté avec Thomas et on pense qu'il vaudrait mieux que tu ne viennes pas cette année. Je n'ai rien dit pendant un long moment. Je suis resté là, dans ma cuisine à Lorient, tenant mon bol de café à deux mains. Mieux pour qui, ai-je fini par demander. Elle a marqué une pause avant de répondre, pour tout le monde. Tu sais comment ça finit. Toujours par des tensions entre Thomas et toi, et mes parents seront là cette fois-ci. On veut juste que ce soit paisible. Je lui ai répondu que je comprenais. Je l'ai dit très calmement. Puis j'ai raccroché, je me suis assis à la table de ma cuisine et j'ai regardé par la fenêtre pendant un long moment. Je veux que vous compreniez une chose avant que j'aille plus loin, je ne suis pas un homme qui fait des scènes. Je n'ai jamais une seule fois élevé la voix sur mon fils depuis qu'il est adulte. J'ai servi 28 ans dans la Marine nationale. J'ai pris ma retraite comme major mécanicien, et j'ai élevé mon fils pratiquement seul après le décès de sa mère quand il avait 11 ans. Je l'ai aidé pour l'apport de sa première maison à Rennes. J'ai conduit toute une nuit sous la pluie quand le père de ma belle-fille a fait son premier AVC, juste pour être présent, juste pour aider. Je n'ai pas fait ces choses pour réclamer une dette. Je les ai faites parce que c'est ce que fait une famille. Mais apparemment, cette année, j'allais mettre tout le monde mal à l'aise. Mon fils m'a appelé ce soir-là. Je m'attendais à des excuses ou du moins à une explication. Au lieu de cela, il m'a dit, « Papa, je pense que ce n'est qu'un seul Noël. Ce n'est pas la mer à boire. Un seul Noël. » Mon fils avait 46 ans à l'époque. J'en avais 72. Aucun de nous n'avait la garantie du nombre de Noël qu'il nous restait, mais ce n'était pas grave. D'accord, j'ai dit. Tu n'es pas fâché, a-t-il demandé. Je suis ton père, j'ai répondu, ça ira. Et je le pensais. Vraiment. Pas de la manière dont les gens le disent quand ils ne vont pas bien. Mais veulent faire semblant. Je le pensais sincèrement parce qu'à cet instant, quelque chose s'est apaisé en moi. Une sorte de calme, le même calme que je ressentais sur le pont à 4 heures du matin avant que le reste de l'équipage ne se réveille. Tranquille, certain. Je travaillais sur quelque chose depuis près de 2 ans dont mon fils ne savait rien. Pas parce que je le lui cachais. J'avais essayé de lui en parler. À 3 reprises, j'avais essayé d'aborder le sujet et 3 fois il m'avait coupé court. Une fois à cause d'un appel professionnel, une fois parce que les enfants avaient besoin de quelque chose. Et la dernière fois celle qui a un peu piqué parce qu'il m'a dit, « Papa, tu n'as pas besoin de te lancer dans de nouveaux projets à ton âge. Profite juste de ta retraite. » J'avais passé 35 ans à résoudre des problèmes d'ingénierie complexe sur des navires de guerre. J'avais supervisé des équipages, géré des systèmes valant des millions d'euros, écrit des manuels opérationnels qui étaient toujours utilisés. Mais à 70 ans passés, apparemment, mon temps pour l'innovation était révolu. Alors, j'ai arrêté de lui en parler. J'ai continué à travailler. Ce que j'avais commencé à construire partait d'un problème que j'avais remarqué dans les petites communautés côtières, les ports de pêche comme celui où j'ai grandi dans le Finistère. Des infrastructures vieillissantes, des vieux chalutiers avec des systèmes de carburant obsolètes qui brûlaient de l'argent et polluaient l'eau. J'avais vu ça toute ma carrière. Du côté de la marine, là où l'argent n'était jamais le principal obstacle. Mais pour une famille exploitant 2 ou 3 bateaux, l'inefficacité de la conversion du carburant les étouffait silencieusement. J'ai commencé à faire les
Calcul dans mes cahiers Clairefontaine à petits carreaux, ceux que j'utilisais. Depuis toujours. J'étais ingénieur depuis longtemps, les mathématiques n'étaient pas la partie difficile. Le plus dur était de transformer ces chiffres en quelque chose qu'un retraité breton de 72 ans pouvait réellement construire, tester et apporter aux gens qui en avaient besoin. J'ai fait appel à tous mes anciens contacts, un ancien collègue de la marine devenu consultant en ingénierie maritime, une femme avec qui j'avais servi qui dirigeait maintenant une petite start-up technologique à Nantes, l'ami d'un ami qui connaissait un avocat spécialisé dans les brevets. Cela a pris 14 mois, 4 prototypes, 2 installations qui n'ont pas fonctionné comme je le voulais, puis enfin une qui a réussi. En octobre de cette année-là, juste avant ce fameux Noël où je n'étais pas invité, j'avais déposé le brevet. J'avais 2 petites exploitations de pêche à Concarneau qui utilisaient le système. Les réductions de coûts de carburant se situaient entre 30 et 40%. J'avais été contacté par un groupe d'investissement maritime de Saint-Nazaire qui avait vu une brève mention de mes installations dans une revue professionnelle régionale. J'avais une réunion prévue le lundi suivant Noël, mais mon fils ne savait rien de tout cela. Le matin du réveillon, je me suis réveillé à mon heure habituelle, 5h30. J'ai fait couler mon café. J'ai lu. J'ai fait une longue marche le long des quais près de chez moi. L'air était froid et vif, et il y avait des goélands posés sur les poteaux du quai, immobiles, restant là dans le vent comme s'ils n'avaient nul par où aller et que cela leur convenait parfaitement. Je suis rentré. Je me suis préparé un vrai repas de fête, pas un repas triste. Un suprême de volaille. Aux morilles, des pommes de terre fondantes, des haricots verts croquants comme maman les faisait. J'ai mangé à ma table de salle à manger avec une nappe en tissu et la belle vaisselle. J'ai mis du John Coltrane. Pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Il n'y avait personne pour voir. Je voulais juste avoir un bon repas par une belle journée. J'ai appelé ma sœur qui vit à Nice. J'ai appelé un vieux copain de la marine à Toulon. J'ai regardé un documentaire. Je me suis couché tôt. Ce fut sincèrement une journée paisible. La réunion du lundi à Saint-Nazaire a duré 4 heures. Le groupe d'investissement avait fait ses devoirs. Ils avaient parlé aux pêcheurs du Finistère. Ils avaient effectué leurs propres analyses sur les données du système de carburant. Ils avaient des questions sur la capacité de production, sur la fabrication, sur les réglementations maritimes européennes. J'ai répondu à chaque question. J'avais passé 14 mois à me préparer pour cela. À la fin de la réunion, l'associé principal, un homme nommé Gérard qui avait la poignée de main de quelqu'un ayant fréquenté les conseils d'administration toute sa vie, m'a dit ceci: nous aimerions avancer sur une lettre d'intention. Notre offre initiale se situe au alentour de 2,4 millions d'euros pour une participation de 40%, avec des clauses de performance qui pourraient faire grimper la valorisation totale de manière significative. J'ai noté le chiffre sur mon cahier calmement, de la même manière que j'avais noté des chiffres toute ma carrière. J'ai dit, je vais faire examiner la proposition par mon avocat. Je suis rentré à Lorient le mardi. J'ai appelé mon avocat. J'ai fait une longue marche le mercredi. Et le jeudi, exactement une semaine après le Noël où je n'avais pas été convié, j'ai signé l'accord. Je n'ai pas appelé mon fils. Je n'ai rien posté sur les réseaux sociaux. Je n'en ai parlé à personne à part mon avocat, mon ancien collègue de la marine et ma sœur, qui a pleuré au téléphone et m'a fait promettre de l'emmener dîner dans un grand restaurant étoilé. Je n'avais aucune envie de faire des annonces. Le travail était concret. Le résultat était réel. Je n'avais pas besoin de témoins pour que ce soit vrai. Mon fils l'a découvert un vendredi soir, début janvier. Il m'a appelé et j'ai compris dès la première syllabe que quelque chose avait changé. Papa.
C'est tout ce qu'il a dit pendant un moment. Juste mon nom, de la façon dont il le disait quand il était petit et qu'il avait fait une bêtise qu'il devait m'avouer. Il y a un article, a-t-il dit. Un journaliste d'un média maritime régional avait écrit un papier sur le programme d'installation en Bretagne. Il se concentrait sur l'impact économique pour la petite pêche artisanale. Il mentionnait le brevet. Il mentionnait l'accord d'investissement. Il mentionnait mon nom et mon passé dans la marine. Quelqu'un l'avait partagé dans un groupe Facebook de professionnels de la mer. Et s'était remonté jusqu'à une connaissance de mon fils qui le lui avait envoyé. « C'est bien toi ?» a-t-il demandé. « Oui », j'ai répondu. Silence. « Papa. Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» J'ai réfléchi à la manière de répondre. Honnêtement. Je ne voulais pas être cruel. Je ne voulais pas utiliser ce moment comme une arme, mais je n'allais pas être malhonnête non plus. J'ai essayé. 3 fois, ai-je dit. Et la dernière fois, tu m'as dit que je n'avais pas besoin de commencer de nouvelles choses à mon âge. Nouveau silence. Je ne le pensais pas comme ça. Je sais, j'ai dit, mais c'est ce qui a été dit. Mon fils est un homme bien, je veux être clair là-dessus. Il n'est pas malveillant. Il est occupé, parfois insouciant, et il a absorbé quelques parents. Chemin cette idée culturelle que les hommes plus âgés ont terminé leur chapitre utile et qu'ils doivent s'effacer gracieusement. Ce n'est pas un échec personnel propre à lui. C'est un manque d'imagination que je vois partout, et cela fait de réels dégâts à des gens qui ont encore de vraies choses à apporter. Mais savoir que c'est courant ne signifie pas que ça ne fait pas mal. Il est venu me voir le week-end suivant, seul, sans Céline. Il s'est assis à ma table de cuisine, là. Même table où j'étais assis ce mardi après-midi lors de l'appel téléphonique. Il a regardé mes cahiers Clairefontaine sur mon bureau. Il a regardé le certificat de brevet encadré que j'avais discrètement accroché au mur de mon bureau. Je te dois des excuses, a-t-il dit, de vraies excuses. Je sais. J'ai répondu. Je nous ai versé du café à tous les deux. Dis-moi pourquoi tu penses t'excuser. Pas ce que tu penses que je veux entendre, mais ce que tu penses vraiment. Il est resté silencieux un moment. Puis il a dit, j'ai arrêté de te voir. Je voyais toujours mon père, mais j'ai arrêté de voir qui tu es réellement. C'était ça, la vraie excuse. Pas les mots d'avant, qui étaient corrects, mais cette phrase-là était la vérité. Je lui ai raconté le projet. Depuis le début, les cahiers, les 4 prototypes, les échecs, ce matin glacial où j'ai conduit jusqu'à un quai de pêche à Douarnenez et où j'ai regardé le 3e prototype tourner et vu les chiffres sortir correctement pour la première fois. Je lui ai raconté comment je me tenais là dans le vent, ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, la satisfaction spécifique d'un problème qui cède. Il a écouté. Il n'a pas regardé son téléphone une seule fois. À la fin, j'ai dit, je ne te raconte pas ça pour que tu te sentes mal pour Noël. Je sais, a-t-il dit. Je te le dis. Parce que je veux que tu saches qui je suis tant qu'il nous reste du temps pour nous connaître vraiment l'un l'autre. Il a hoché la tête. Il ressemblait à l'enfant de 11 ans qu'il était, juste un instant, celui qui se tenait à l'enterrement de sa mère dans un costume trop grand, essayant de rester digne. Ma belle-fille m'a appelé le lendemain. Elle s'est excusée aussi. Ses excuses étaient plus courtes et plus maladroites, ce que je comprenais. Elle ne me connaissait pas comme mon fils me connaissait. Elle travaillait avec moins d'informations. Je lui ai dit que j'appréciais son appel et que j'avais hâte de fêter le nouvel an. Le nouvel an a été formidable. J'ai apporté mon gratin dauphinois. Les clauses de performance du groupe d'investissement ont été meilleures que prévues au premier trimestre. Le système équipe maintenant 11 navires dans 3 régions différentes. Des discussions sont en cours avec 2
Autre partenaire financier pour un modèle de licence qui pourrait étendre la technologie à toute la côte méditerranéenne. Je fais toujours ma marche matinale. Chaque jour. J'utilise toujours mes cahiers Clairefontaine. J'en ai commencé. De nouveau. Un nouveau problème auquel je réfléchis. Une autre inefficacité. Que j'ai remarqué dans un domaine que je ne décrirai pas encore parce que les calculs ne sont pas terminés. J'ai 72 ans. Je n'ai pas fini. Je veux dire quelque chose directement à tous ceux qui regardent ceci et qui sont dans la position où j'étais. Pas la position du contrat à plusieurs millions, ce n'est pas ça le point important, ça ne l'a jamais été. Le point important, ce sont les 2 années de travail avant le contrat. Les cahiers. Les matins froids. Les prototypes qui échouent. La décision de continuer quand même quand les gens les plus proches de vous ont discrètement décidé que votre saison pour les nouveautés était passée. Votre saison n'est pas passée. Personne d'autre n'a le droit de décider cela pour vous. S'il y a quelque chose sur lequel vous travaillez, quelque chose auquel vous pensez, quelque chose que vous construisez. En silence pendant vos heures libres, continuez. Vous n'avez besoin de la permission de personne. Vous n'avez pas besoin de public. Vous n'avez pas besoin d'être invité à la table de qui que ce soit pour connaître la valeur de ce que vous portez en vous. Le travail est réel, que quelqu'un regarde ou non. Et encore une chose, parce que j'y pense souvent, ce réveillon de Noël que j'ai passé seul, le repas que je me suis préparé avec la belle vaisselle, la nappe en tissu et Coltrane sur le tourne-disque. Je ne les changerai pour rien au monde. Il y avait quelque chose de clarifiant là-dedans, dans le fait de choisir. De se traiter soi-même comme quelqu'un qui mérite un vrai repas de fête. Indépendamment de ce que les autres ont décidé sur votre place à table. La dignité n'est pas quelque chose que les autres vous accordent. C'est quelque chose que vous maintenez pour vous-même dans les petits choix quotidiens, dans la façon dont vous vous levez le matin et dont vous occupez vos heures. Mon fils le sait maintenant. Je crois qu'il ne l'oubliera pas.